Je voulais donc aujourd'hui vous présenter à la fois des concepts et puis des résultats concernant des stratégies nutritionnelles chez les personnes âgées, notamment en situation de récupération musculaire suite à une immobilisation. Alors, on le sait, dans les situations physiopathologiques, on a en général une perte de masse et de fonction musculaire. Et au même titre que, par exemple, on a du tissu adipeux pour réaliser le stockage des lipides, eh bien, dans le cas des acides aminés, on a le muscle qui est notre réserve d'acides aminés dans l'organisme et qui est mobilisé dans les situations où l'apport alimentaire n'est pas suffisant. Et donc, il existe un certain nombre de mécanismes permettant de mobiliser ces acides aminés pour assurer notamment les défenses de l'organisme en situation physiopathologique. Alors le problème, c'est que lorsque, donc comme on le sait, le muscle a lui aussi une fonction particulière qui nous permet de nous déplacer, entre autres, et si la situation physiopathologique est trop intense et ou trop longue, on va avoir une perte de masse musculaire qui peut avoir des effets délétères, notamment, comme je le disais, perte de mobilité, fonte musculaire, augmentation des périodes de convalescence, perte des capacités de défense de l'organisme aux agressions lorsqu'on part d'une masse musculaire trop faible, et puis au final, augmentation de la mortalité et des comorbidités. Alors à titre d'exemple, vous avez à droite ici des résultats d'une étude longitudinale qui a été réalisée sur des cohortes où il a été montré que sur un an, des personnes qui présentaient une force musculaire la plus faible étaient celles qui présentaient le taux de mortalité le plus élevé. Je pense que là, c'est très très clair que notre masse musculaire a un impact important. Alors maintenant, quand on perd de la masse musculaire, comment ça se passe ? Eh bien, il y a plusieurs situations qui peuvent arriver et qui peuvent conduire à une perte musculaire. Il va y avoir d'abord la situation de pathologie aiguë avec fonte musculaire rapide. Donc là, il s'agit de situations dans lesquelles on va être par exemple en réanimation, en alitement forcé, certains cancers très agressifs, les infections bactériennes, le Covid, un bon exemple récent. Le sepsis. Et dans ce cas-là, d'un point de vue physiopathologique, on est en état hyperinflammatoire avec un stress oxydant qui est énorme, une résistance à l'insuline et en général, dans ces situations-là, l'apport alimentaire est faible, voire inexistant chez ces personnes. Autre possibilité de fonte musculaire, là on est sur quelque chose de très différent puisqu'on est sur une fonte musculaire lente et progressive qui peut arriver donc dans certains types de cancers à très lente évolution, les insuffisants rénaux, respiratoires, cardio, les obèses sur le long terme, les diabétiques insulino-résistants et surtout, très étudiés, les seniors dont on sait qu'ils diminuent leur masse et leur fonction musculaire avec l'âge. D'un point de vue physiopathologique, on n'est pas du tout sur les mêmes concepts puisqu'on est sur des inflammations de bas grade, des stress oxydants relativement faibles, la mobilité est diminuée mais pas toujours, et pour ce qui est de l'apport alimentaire, il peut être augmenté, diminué, similaire, c'est très variable. Donc ce phénomène-là n'est pas nécessairement facile à déceler. Et il se passe sur du très long terme, donc les gens ont du mal à voir l'évolution. Et puis il y a le combo, c'est-à-dire lorsque les personnes sont à la fois en situation de fonte musculaire progressive et qui en même temps se mettent à perdre à un moment donné, parce qu'il y a un accident de vie, une quantité de muscles très importante. Et là, c'est ce qu'on appelle le Catabolic Crisis Model, c'est ce qui a été, je vous en parlerai juste après. Donc en fait, le principe, c'est qu'on va perdre du muscle, donc on est déjà en fonte musculaire, on va perdre du muscle et on récupère plus ou moins bien en fonction de son état physiopathologique. Donc ça, ce Catabolic Crisis Model ou modèle de crise catabolique, c'est quelque chose qui a été développé par English et Paddon-Jones en 2010 et qui en fait correspond à un phénomène qui se passe en situation où les gens sont déjà en perte de masse musculaire classique liée au vieillissement classique et qui est combiné avec des accidents de vie qui sont successifs à des pertes musculaires qui ne sont jamais récupérées. Vous voyez bien que petit à petit, on s'éloigne de plus en plus de la ligne initiale qui est la fonte musculaire progressive liée à l'âge. Et ça a été remis au goût du jour très récemment, notamment dans les cas de Covid, où les gens qui vont, notamment âgés, avoir des successions de Covid répétées, peuvent éventuellement se trouver dans ce type de situation, quand ils ont la chance de récupérer, malheureusement. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait quand on veut, d'un point de vue nutritionnel, essayer de répondre à ce challenge ? Eh bien, il y a deux manières d'intervenir dans le cas de la fonte musculaire rapide. C'est soit on intervient pendant la phase aiguë pour ralentir la diminution de masse musculaire que vous voyez là, ou alors
vous travaillez sur la période de récupération musculaire et l'objectif étant d'être plutôt sur la courbe verte, c'est-à-dire de récupérer un maximum de muscles perdus. Dans le cas de la pathologie chronique avec fonte musculaire lente, là on est dans une fenêtre à très large action, on est sur de la prévention, de la limitation. La difficulté étant là, dans ce cas précis, d'arriver à évaluer quelle population peut être potentiellement cible des stratégies de prévention. Quelles sont celles qui perdent effectivement le muscle? Alors, si on revient sur ce qui est concrètement fait en termes de stratégie nutritionnelle, eh bien, quand vous êtes dans la fonte musculaire extrêmement rapide, on est en hypermétabolisme, des besoins extrêmement importants en acides aminés, peu ou pas de prise alimentaire, des dépenses énergétiques au maximum. Donc, bien souvent, surtout que les gens mangent pas ou peu, on est sur des suppléments nutritionnels par voie entérale, donc des supports nutritionnels par voie entérale ou parentérale, qui malheureusement ne sont pas toujours efficaces pour limiter la fonte musculaire dans ces états où on a tous les signaux cataboliques au maximum. Quand on est dans la période de transition, c'est-à-dire dans la période où la pathologie s'arrête, entre guillemets, où là on commence à récupérer, mais où il y a encore pas mal de signaux cataboliques qui sont présents, là ça devient intéressant de comprendre les relations interorganes qui se mettent en place, évaluer les besoins en acides aminés plus limitants dans ces situations-là, pour protéger le muscle et éviter, malgré l'arrêt de la pathologie, que le muscle continue à perdre de la masse et de la fonction. Donc ça veut dire dans ces cas-là, créer un support nutritionnel adapté qui va s'intéresser aux acides aminés les plus limitants permettant de préserver le muscle. Alors à ce titre d'exemple, voici des résultats d'une étude qui a été réalisée il y a maintenant un certain nombre d'années dans l'équipe et qui s'est intéressée à la problématique du sepsis. Alors je vous demanderai sur le camembert là de ne vous intéresser qu'au foie et aux muscles. Et vous voyez que sur un individu normal, le foie représente à peu près 15% de la synthèse protéique totale de l'organisme et le muscle 21%. Quand vous avez un animal septique, le foie double sa contribution à la synthèse protéique globale, le muscle diminue par 2 sa contribution. C'est-à-dire que donc, dans cette situation-là de sepsis, c'est le foie qui va décider du besoin global de l'organisme en termes d'acides aminés, et notamment en tréonine, sérine, aspartate et cystéine, qui sont les acides aminés qui sont les plus présents dans les protéines de la réaction inflammatoire, qui sont en particulier synthétisés par le foie. Donc, ce qu'ont réalisé mes collègues, c'était donc chez des animaux septiques, vous voyez, ils ont regardé la synthèse protéique dans le muscle, ils ont vu, comme on pouvait s'y attendre, une diminution très forte de la synthèse protéique avec le sepsis, qui, grâce à la supplémentation en ces 4 acides aminés d'intérêt, a permis à la synthèse protéique de remonter, prouvant bien que ces acides aminés ont permis au foie de maintenir son métabolisme et d'épargner le muscle et de lui permettre de maintenir une synthèse à peu près correcte. Lorsqu'on est en situation de récupération beaucoup plus tardive, là les signaux pathologiques, donc les signaux cataboliques ont disparu et là on peut optimiser l'anabolisme en faisant notamment de la chrononutrition et en donnant notamment des acides aminés pour permettre de stimuler au maximum le muscle. Une stratégie nutritionnelle, donc là on va revenir à la question de l'immobilisation qui s'est intéressée à ces 3 périodes de catabolisme-récupération, a été réalisée en 2013 en collaboration avec la société Nestlé, où en fait on avait travaillé donc sur 3 groupes de rats, un groupe de rats qui n'était pas immobilisé, un groupe de rats qui était immobilisé et pour l'immobilisation en fait on leur posait un plâtre sur une patte, sur les animaux. Et donc, ce plâtre était mis pendant 8 jours et on enlevait le plâtre pendant toute la période de récupération, ce qui permettait donc de mimer ce qui se passe quand on est immobilisé. Bon, je suis bien placée pour le savoir avec ma cheville qui m'a immobilisée pendant tout cet été. Et je peux vous assurer que la fonte musculaire était bien là. Pour ce qui est de la période de stratégie nutritionnelle, donc là, on a raisonné sur ce que je vous disais, donc de ce qui se passe en termes physiopathologiques dans cette période. Donc pendant la période d'immobilisation, on a donné des antioxydants de manière à essayer de contrecarrer tous les phénomènes cataboliques qui pouvaient exister. Dans la période intermédiaire, on a combiné un apport d'un acide aminé signal qui est la leucine avec les antioxydants. Et dans la dernière période de récupération, on n'avait plus les signaux cataboliques, on n'a laissé que la leucine. Alors voici ce qu'on a obtenu. Première période, l'immobilisation. Donc vous avez en bleu les animaux témoins non immobilisés et en jaune les animaux immobilisés non supplémentés et en vert les animaux supplémentés. Vous voyez bien là qu'avec nos antioxydants pendant la période d'immobilisation, nous avons fait comme qui dirait chou blanc puisque ça n'a eu aucun effet.
Pendant la période de début de récupération, où les signaux cataboliques, je vous le répète, sont encore là présents de façon assez forte, vous voyez que la leucine et les antioxydants n'ont eu que peu d'effet sur la récupération des muscles de nos animaux. Par contre, dans toute la période de récupération finale, c'est-à-dire lorsque les signaux cataboliques ont disparu, vous voyez que les animaux qui sont en vert, donc qui ont la supplémentation, ont récupéré au bout de 40 jours la masse musculaire perdue, alors que les animaux qui n'étaient pas supplémentés ne l'ont pas entièrement récupérée. J'insiste sur le point que là, il s'agissait d'animaux adultes. Nous sommes en situation, là, je vous disais, du vieillissement. Qu'est-ce qui se passe lorsque les animaux sont âgés ? Eh bien, vous voyez que, comme je vous l'ai présenté dans la diapo précédente, si l'immobilisation diminue la masse musculaire chez nos animaux jeunes, même sans supplémentation, ils arrivent à récupérer peu ou prou une partie de leur masse musculaire. Chez les animaux âgés, qui sur la même période perdent exactement la même quantité de masse musculaire que chez les adultes, là, eux, ils ne récupèrent pas du tout. Donc ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire que la supplémentation, dans ce cas-là, devient vraiment cruciale. Et là, donc, on s'intéresse uniquement à la période de récupération chez les rats âgés. Vous voyez donc en jaune les animaux qui ne sont pas supplémentés, donc qui ne récupèrent pas. Donc là, on est raccord avec ce que je vous disais dans la diapo précédente. Lorsqu'on donne de la leucine chez les animaux âgés, alors que, je vous le rappelle, chez les animaux adultes, tout à l'heure, on a accéléré la récupération, chez les animaux âgés, ça ne marche pas du tout. Là où ça commence à marcher en termes de récupération, c'est quand on donne du lactosérum ou des supplémentations en protéines, où là on arrive, chez les animaux âgés, il s'agit des courbes en violet et en rose, permettent donc de récupérer au moins une partie de la masse musculaire perdue. Donc ça veut dire que les stratégies nutritionnelles qu'on peut tester par exemple et qui peuvent s'avérer efficaces chez les animaux adultes, c'est le cas de la leucine, peuvent s'avérer inefficaces chez les animaux âgés. Donc là, quand on parle de nutrition personnalisée, je pense qu'on est tout à fait dans le scope. Maintenant, donc ça, c'était pour les supplémentations nutritionnelles. On sait que dans un certain nombre de situations, les stratégies actuelles, que sont notamment les supplémentations protéiques, énergie ou micronutriments, peuvent ne pas être acceptées chez les populations âgées du fait de carences nutritionnelles, d'anorexie, de ne pas volonté de manger, etc. Donc, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme stratégie alternative ou complémentaire. Et c'est là où nous nous sommes intéressés donc à notre intestin et à son microbiote qui l'héberge et à l'effet potentiel de pré, pro, sain ou postbiotique chez des individus âgés. Et donc, nous avons eu 2 études qui nous ont été financées par l'abondement Caliment, sur lesquelles nous avons travaillé de manière à voir s'ils pouvaient être efficaces chez les individus âgés. Première étude réalisée donc en collaboration avec Michaelis et Jean-Marc Châtel. Donc nous avons travaillé chez des animaux qui présentaient une inflammation intestinale de bas grade que nous avons modélisée par du DSS dans notre boisson à des quantités relativement faibles. Et nous avons donné à ces animaux qui présentaient du DSS, qui avaient cette inflammation intestinale, un probiotique anti-inflammatoire alimentaire, un Streptococcus thermophilus, qui avait préalablement été montré comme étant anti-inflammatoire in vitro. Je suis dedans, c'est bon. Merci. Donc ce que nous voyons là, donc je vous demande de regarder en haut sur la masse du côlon, c'est que suite à l'ingestion, suite à l'inflammation, on a une augmentation de la masse du côlon. On a complètement l'inverse sur la masse musculaire. Donc le côlon prend une partie des acides aminés, il est hypermétabolique, et le muscle, lui, eh bien, il essaye d'assurer ce qu'il peut pour apporter les acides aminés complémentaires. Lorsqu'on limite l'inflammation au niveau du côlon avec le probiotique anti-inflammatoire, on rétablit la masse musculaire de façon assez nette ici. Et ceci est lié à une amélioration par le probiotique de la perméabilité intestinale et de l'inflammation systémique. Autre exemple, et là ça vous a été évoqué par Muriel tout à l'heure, puisqu'il s'agit du travail qu'on a réalisé ensemble. Donc là on est sur du postbiotique, puisque on a travaillé sur des résultats qui avaient été obtenus par Muriel et Francisca Joly sur les patients Grelcourt, où il avait été montré que ces patients présentaient une optimisation pour l'utilisation des nutriments du fait de leur résection intestinale, mais qui présentaient une dysbiose intestinale tout à fait particulière avec des bactéries lactiques présentes à 90%.
La particularité, c'est que lorsque ces bactéries lactiques issues de ces patients ont été données à des rats axéniques, ils se sont adaptés et présentaient des adaptations physiologiques similaires à celles observées chez les patients grêle-court, laissant supposer que le microbiote pouvait être causal dans le développement de ces pathologies. Lorsque nous avons réalisé, nous avons utilisé donc les bactéries lactiques en question et en collaboration avec l'UMR Fromage d'Aurillac, un screening in vitro d'un certain nombre de souches bactériennes a été réalisé. Nous avons vérifié in vivo une de ces souches comme étant potentiellement capable de favoriser la masse musculaire. Et là, comme dans le cas précédent, on a dans une situation d'animaux non plus là ici inflammatoires, mais qui était un modèle de rongeurs fragiles, donc des animaux âgés restreints. La restriction a limité la masse musculaire chez nos animaux. Le fait de donner le probiotique issu des patients resectés de l'intestin a maintenu la masse musculaire. Ceci s'explique par un maintien, comme on le voyait en haut à droite, de la synthèse protéique au niveau musculaire, et ça passe par des interactions avec des récepteurs des acides gras à chaîne courte au niveau intestinal. Et donc ça a été, dans les deux cas, breveté et valorisé avec un certain nombre de start-up ou d'industries. Donc je tiens à vous remercier. Je remercie mon équipe en particulier pour tout le travail qui a été réalisé et les collaborateurs, bien évidemment. Merci de votre attention.